Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des insuffisances du tibial postérieur. La présentation a été réalisée par le docteur Chatelier, sous la direction du docteur Salarié. L'insuffisance ou dysfonction du tendon du tibial postérieur est une pathologie fréquente qui représente la première cause de pied plat acquis chez l'adulte. On estime son incidence entre 3 et 10% de la population générale. Cependant, aucune étude à grande échelle n'a été conduite et ces chiffres sont tirés d'une cohorte anglo-saxonne. Ainsi, ils ne sont peut-être pas applicables à l'ensemble de la population. La pathologie touche principalement les sujets de sexe féminin. On retrouve un pic de fréquence diagnostique dans la littérature autour de l'âge de 60 ans. Deux populations sont principalement représentées dans la pathologie. D'une part, le patient autour de 50 ans en surpoids, d'autre part, le patient jeune et sportif. Dans le premier cas de figure, il s'agit d'une dégénérescence chronique du tendon. Dans le second, il s'agit de microtraumatismes répétés, principalement dans des activités type football ou basket, entraînant une dysfonction du tendon. Pour commencer, quelques rappels anatomiques. Le muscle tibial postérieur est le muscle le plus profond de la loge postérieure de la jambe. Il a un long ventre musculaire naissant de la face postérieure de la membrane interosseuse, de la surface postéromédiale du péroné, ainsi que de la surface postérolatérale du tibia proximal. La jonction myotendineuse du muscle tibial postérieur se trouve généralement au tiers inférieur de la jambe. Sa portion tendineuse passe en arrière de la malléole interne. Sa luxation antérieure est empêchée par un fin rétinaculum. Après son passage en arrière de la malléole interne, le muscle tibial postérieur a de nombreux points d'attache à la face plantaire du pied. Une portion principale vient s'attacher sur l'os naviculaire. Des faisceaux accessoires viennent s'insérer sur les bases des métatarsiens, à l'exception du 5e métatarsien, et il existe également de nombreux faisceaux venant s'attacher sur les ligaments de la face plantaire du pied. L'innervation motrice du muscle tibial postérieur se fait principalement par le nerf tibial postérieur. La vascularisation du tendon se fait dans sa partie proximale, c'est-à-dire au-dessus de la malléole interne, par des branches de l'artère tibiale postérieure. La portion distale du tendon tibial postérieur, juste avant son insertion sur l'os naviculaire, est principalement vascularisée par des artérioles naissant de la face médiale de la voûte plantaire. Le tendon du muscle tibial postérieur présente une zone de fragilité particulière entre sa vascularisation proximale et sa vascularisation distale. En effet, une gaine tendineuse est normalement constituée de 3 couches, une couche pariétale externe, un mésotendon qui apporte la vascularisation, et une couche viscérale au contact du tendon. Dans le cas du tibial postérieur, des études anatomiques ont montré que dans sa portion rétromalléolaire, le mésotendon était souvent atrophique ou absent. On comprend ainsi que ce manque de vascularisation entraîne une fragilité à cet endroit. Le muscle tibial postérieur est un fléchisseur plantaire. Sa ligne de traction est verticale jusqu'à la malléole interne, puis s'horizontalise en dessous avec un effet poulie qui entraîne une flexion plantaire à la contraction. L'axe de traction du muscle tibial postérieur étant médial par rapport à l'articulation soutalienne, il va entraîner un mouvement combiné de supination et d'adduction, ce qui résulte dans une inversion de l'avant-pied. Le muscle tibial postérieur est le principal garant de l'arche médiale du pied. De par ses insertions sur les ligaments de la voûte plantaire, la mise en tension du muscle entraîne un verrouillage de la voûte plantaire et permet de maintenir une arche médiale harmonieuse. Parmi les facteurs de risque de développer une insuffisance du tendon tibial postérieur, 6 ont été retenus dans la littérature. Tout d'abord, le surpoids. En effet, le surpoids entraîne une sollicitation très importante du tendon du tibial postérieur qui entraînera à long terme son insuffisance. L'hypertension artérielle est également un facteur de risque identifié. Les patients atteints d'un diabète, l'évolution d'une maladie inflammatoire chronique, l'âge avancé, et enfin la prise au long cours de corticostéroïdes.
Les mécanismes physiopathologiques de l'insuffisance du tendon tibial postérieur ne sont pas parfaitement connus. Au stade précoce de la maladie, l'insuffisance du tendon entraîne des changements dans la biomécanique du pied. Ces changements vont entraîner une défaillance de l'appareil tendineux et ligamentaire, et ainsi l'effondrement de l'arche médiale. Ce collapsus de l'arche médiale, dû à l'usure précoce des structures stabilisantes, va entraîner une déformation du pied en pied plat et à long terme de l'arthrose. Nous allons maintenant aborder les principes de l'examen clinique d'un patient souffrant d'une insuffisance du tendon tibial postérieur. Le principal symptôme de l'insuffisance du tendon tibial postérieur ressenti par le patient est la douleur. Au stade précoce de la maladie, on retrouvera une sensibilité à la palpation du tendon le long de son trajet rétromalléolaire. À un stade plus avancé, lorsqu'une déformation est présente depuis longtemps, le pied sera douloureux dans son ensemble dû à l'arthrose. À un stade avancé de la maladie, l'examen clinique est typique et retrouve une déformation du pied en pied plat valgus avec le signe clinique du Too-many-toes sign qui correspond à une exposition anormale des rayons latéraux lorsque nous regardons le patient de dos. Le Single Heel Raise Test est un examen clinique que l'on peut réaliser lorsqu'on suspecte une insuffisance du tendon tibial postérieur. Il consiste à demander au patient de se tenir sur la pointe des pieds. Si le tendon est fonctionnel, alors la contraction du muscle entraîne une lutte contre le valgus de l'arrière-pied. Si le tendon est déficient, le test est négatif, comme sur l'image de droite. Différents examens d'imagerie sont à notre disposition pour faire le diagnostic et évaluer la sévérité de l'atteinte. Dans un premier temps, il faut réaliser une radiographie du pied, une incidence de face et une incidence de profil. Ces radiographies doivent être réalisées en charge. Sur l'incidence de face, nous pouvons mesurer l'angle entre l'axe du talus et du premier métatarsien. Si cet angle est négatif, il signifie une déformation de l'avant-pied, conséquence du valgus de l'arrière-pied. Sur l'incidence de profil, nous pouvons mesurer l'angle de Méhari. Cet angle correspond à l'angle formé par l'axe de la diaphyse du premier métatarsien et du talus sur une incidence latérale. Un angle supérieur à 10 degrés marque un pied plat. Il est également possible de faire le diagnostic de la maladie ou d'évaluer le degré de sévérité via une échographie ou une IRM. L'échographie permettra une analyse de la qualité du tendon et des tissus mous environnants. On observera une hypervascularisation péritendineuse, marquant l'inflammation, et un épaississement du tendon. Enfin, l'IRM est l'examen le plus performant pour l'analyse du tendon et des tissus mous environnants. On pourra typiquement observer un signal inflammatoire du tendon tibial postérieur, ainsi que des micro-ruptures longitudinales, parfois allant jusqu'à la rupture complète. Il existe de nombreuses causes de pieds plats acquis chez l'adulte, mais de toutes les étiologies possibles, l'insuffisance du tendon tibial postérieur est de loin la plus fréquente. La classification la plus utilisée pour décrire l'insuffisance du tendon tibial postérieur a été développée en 1989 par Johnson et Strum, puis modifiée en 1997 par Meyerson. Le premier stade de cette classification correspond à une imagerie normale avec une douleur à la palpation du trajet en rétromalléolaire. Au stade 2 de cette classification, l'imagerie n'est plus normale et on observe une déformation du pied en pied plat valgus, mais il n'y a pas encore d'arthrose sur la radiographie. Le troisième stade de la classification correspond à l'apparition d'arthrose sur une déformation de longue date, notamment au niveau de l'articulation sous-talienne. Le quatrième stade de la classification a été rajouté par Meyerson en 1997. Il n'existait pas dans la description initiale en 1989 par Johnson et Strum. Il correspond à un tilt dans l'articulation tibiotalienne dû à une insuffisance du ligament latéral interne, ligament deltoïde. Le traitement de l'insuffisance du tendon tibial postérieur ne fait pas l'objet d'un consensus. Cependant, nous pouvons proposer un algorithme de prise en charge. Quel que soit le stade de la classification de Meyerson, la prise en charge initiale est toujours la même. Cette prise en charge consiste en une modification des activités du patient et la prescription dentalgique à type d'anti-inflammatoire non stéroïdien dans la mesure du possible. Également, dans la littérature, certains auteurs proposent d'immobiliser le patient pour une durée de 3 à 4 semaines dans une botte de marche afin de décharger le tendon. À l'issue de cette période d'immobilisation, il est nécessaire de l'envoyer en kinésithérapie pour renforcement musculaire.
À l'issue de cette prise en charge, si le patient est soulagé, nous pouvons lui proposer pour pérenniser les bénéfices l'utilisation d'orthèses plantaires type semelle varisante ou, comme sur l'image ci-dessous, une Arizona Boot qui est une attelle qui permet de lutter contre le valgus de l'arrière-pied. Cette prise en charge doit être tentée pour une durée de 3 à 4 mois. En cas d'échec de la prise en charge fonctionnelle, le traitement sera chirurgical. Plusieurs types de chirurgies sont décrites dans la prise en charge de l'insuffisance du tendon tibial postérieur. Au stade précoce de la maladie, certains auteurs préconisent une simple synovectomie qui peut être réalisée soit par abord direct, soit sous endoscopie. À un stade plus avancé, il convient d'y ajouter un geste osseux. Dans la grande majorité des cas, ce geste est une ostéotomie de varisation du calcanéum qui va permettre de médialiser l'axe de traction du tendon achilléen et ainsi de lutter contre le valgus de l'arrière-pied. Cela va permettre de soulager la fonction du tendon tibial postérieur. Au total, il faut retenir que il existe une seule classification, celle de Johnson et Strum en 1989, modifiée par Meyerson en 1997. Il existe deux principales causes d'insuffisance du tendon tibial postérieur. La première est la dégénérescence chronique du tendon. La seconde est représentée par les microtraumatismes répétés lors d'activités sportives entraînant sa dysfonction. Et enfin, il existe 3 options thérapeutiques. La première, le traitement fonctionnel par des orthèses plantaires. La seconde, le traitement chirurgical ne touchant que les tissus mous, à savoir la synovectomie. Et la troisième, le traitement chirurgical y associant un geste osseux.